Jérémy de Mester, c'est pas la première fois qu'on se retrouve dans cette situation à discuter tous les deux de peinture et de ton travail en général. On a déjà eu cette discussion dans deux de tes expositions précédentes, à l'École nationale supérieure des beaux-arts à Paris, où tu nous as emmenés dans un univers très lié à l'alchimie, au symbole, par ta peinture. Et puis l'année dernière, à la galerie Max Hetzler à Paris, où tu nous as emmenés là, cette fois-ci en Afrique, suite à une résidence au Bénin, où tu avais beaucoup travaillé sur les rites vaudous notamment, et travaillé avec des enfants sur place. Dans l'exposition, ce qui est marquant, c'est qu'il y a des styles très différents. On pourrait presque penser à un groupe show quand on rentre. Il y a des peintures de cieux, donc. Il y a des peintures plus clairement figuratives d'arbres dans différentes situations. C'est comme un grand triptyque assez impressionnant où d'un côté on a des arbres en train de s'embraser avec une puissance de la flamme, l'énergie de ce feu dans la forêt. Au centre, on a un tableau assez étrange parce que tu as mis des fruits à cet arbre qui nous paraissent presque surréels ou ne paraissent pas forcément appartenir à ce tronc avec une touche très expressionniste. Et puis une vue presque tropicale sur le troisième tableau. Comment tu es arrivé à cette série des arbres, qui est quelque chose, je crois, entièrement nouveau, puisque tu n'avais pas vraiment travaillé ce style de représentation, à la fois le style mais aussi le motif auparavant. En fait, le sujet de l'arbre, c'est celui qui est en fait utilisé par tous les peintres au départ. Tu regardes Picabia, il en a fait, tu regardes la plupart même Duchamp, quoi. Donc c'est quelque chose qui m'intègre dans une famille de peintres, ce motif de l'arbre. De passer par Ouais. ce motif qui permet à Mondrian, par exemple, d'entrer dans l'abstraction complètement. On est très très ancré. Donc un arbre, travailler les arbres, c'est comme réfléchir sur soi-même en fait. C'est pourquoi ces arbres n'ont pas de racines d'ailleurs. Je me suis posé la question, est-ce que c'est un truc de psy ou pas, mais ces arbres-là permettent de réfléchir très simplement sur l'humanité en fait. Et ce qui est très étrange dans le tableau des arbres en feu, c'est qu'à la fois il y a une violence extrême dans ces flammes et en même temps comme une sorte de danse, de quelque chose de l'ordre de la régénérescence aussi. On sent une énergie dans ce tableau que tu as infusé dans la peinture. Est-ce que c'est parce que ce feu pour toi a un aspect positif ou est-ce que c'est quelque chose de quand même d'une sorte de violence aussi pour toi? Tu le vois comment ces flammes? Les flammes, tu sais, j'ai une cheminée dans mon atelier et en fait c'est hypnotisant le feu. Et j'ai peut-être passé 1 an à regarder ma cheminée. Donc si tu veux, tu allumes ton feu, tu peux pas partir. C'est pas un radiateur quoi. Donc si tu veux, à force d'être en contact avec le feu, ça crée de la chaleur. Et nous, on crée de la chaleur. En fait, on se détruit constamment. Les cellules brûlent. En fait, quand tu te déplaces, tu crées de l'énergie en brûlant des calories, etc. Tu vois. Donc tu te détruis un peu pour avancer. Et c'est exactement ça le feu, en fait. L'intérêt du feu, c'est ça. C'est de détruire pour avancer. Et ce qui m'intéressait, c'était vraiment cette danse aussi que font les flammes et qui sont très difficiles à reproduire. Voilà, tu vois, c'est vraiment c'était la mission de faire ce tableau. Ouais. Et ce que tu dis sur la contemplation du feu de cheminée, ça te relie aussi à Marcel Duchamp, parce que quand il fait la route bicyclette en 1913, il dit que pour lui, son objectif, c'est d'arriver à cet état hypnotique d'un feu de cheminée. Il veut arriver à une œuvre d'art qui soit aussi puissante qu'un feu de cheminée, exactement pour la même raison que toi. Il est fasciné par ces flammes en évolution permanente et sa manière de la capter à lui est radicale et conceptuelle et arrive à un objet en mouvement. Et donc toi, tu t'attaques encore à la peinture comme une manière de t'associer aussi à des maîtres plus anciens, ce qu'on retrouve avec les cieux, puisque pour les cieux, c'est une peinture
qui peut être la peinture flamande, mais surtout la peinture romantique, et notamment la peinture romantique allemande, qui est derrière tout cela, tous ces peintres qui sont passés par les cieux, un peu comme beaucoup de peintres, tu le disais, passent par le motif de l'arbre, le motif du nuage, avec aussi tout son aspect évanescent, impossible à capturer, ce peindre l'impossible, quoi, ce leitmotiv un peu. C'est ça qu'on retrouve aussi, mais chez toi, j'ai l'impression que dans cette série des cieux, il y a aussi des tout petits fragments peints sur des panneaux de cuivre, comme les techniques hollandaises anciennes. Tu l'emmènes ailleurs, tu ne cherches pas forcément le réalisme, au contraire, j'ai l'impression que là aussi tu personnifies ces cieux et qu'ils veulent dire quelque chose d'autre que simplement être un ciel et être un exercice de peintre. Tu les amènes dans un monde plus intérieur. Bah ouais, mais tu sais, c'est tout con, hein. C'est quand t'es petit, tu demandes où il est parti papy, on te dit il est parti au ciel. Tu vois? Donc c'est tout cet imaginaire-là, très simple de te dire, de projeter en fait tout l'invisible dans le ciel. Tu vois? Bah, c'est des conneries, papy il fait pas de l'avion, enfin tu vois. Donc tu vois, c'est un peu, si tu veux, rendre le service à tous ces gens morts. C'est un peu comment dire, les inclure dans le réel en fait. Si tu veux, je sais pas, enfin, ça vient aussi du manque, tu vois. Tu te demandes ce que deviennent les morts, quoi. C'est une question en peinture qui est hyper importante, tu vois. Qu'est-ce que deviennent les morts en peinture? Et cet animisme un peu, parce que je pense qu'on peut vraiment parler d'un animisme qu'on retrouve dans beaucoup de travaux. On le retrouve d'ailleurs ici dans des peintures qui sont liées à des motifs de guerre de tribus indiennes, on en parlera tout à l'heure, mais je pense que c'est aussi ce qu'on retrouve dans tes sculptures. Tu parlais tout à l'heure de cette sculpture de ton chien, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est une sculpture partielle de ton chien. Il y a comme une sorte d'abstraction à un moment, le corps est coupé. La manière dont c'est présenté, la manière dont le matériau utilisé, hein, l'argile fondue en bronze ensuite et la patine que tu as utilisée nous amène vers quelque chose presque de l'ordre de l'antique, d'une mythologie, d'une religion passée, de croyances passées. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui a été présent pour cette sculpture? J'étais en train de sculpter mon chien et je me suis dit, mais est-ce qu'il se reconnaîtra ou pas? Et en fait, on s'en fout, le chien il s'en fout complètement, quoi. Donc il fait pas partie de ce monde-là, tu vois. Le chien, il va même pas sentir, il va même pas capter que c'est un chien, parce que, enfin, il n'a pas de tête, et puis il sent pas le chien, le truc, tu vois. Et c'est un peu un monument qui va à l'encontre d'Internet, si tu veux. C'est le truc qui aujourd'hui, tu vois, une sculpture comme ça, il faut vraiment venir en vrai pour la comprendre, tu vois. La peinture, c'est pareil. Moi, j'ai toujours eu du mal à peindre des trucs figuratifs jusqu'à ce que j'aille voir des Caravages à Naples et que je capte que parfois, c'était pas ouf, quoi, tu vois. Les peintures sont super, tu vois, mais même Caravage, eh ben, il fait un peu de la merde. Tu vois. À un moment, le bord de la toile, eh ben, il chie un peu, tu vois. Et je m'étais toujours interdit de peindre des trucs figuratifs parce que justement, je trouvais les trucs tous parfaits, tout était parfait. Les Fra Angelico, c'est pareil, tu te dis c'est génial, tout est parfait. Le mec, en plus, c'est un moine, tu vois, donc mais en fait, non, des fois, son marbre, il est un peu mal fait, tu vois. Et ben, c'est ça qui permet comment dire, aux nouvelles recrues, aux nouveaux peintres, aux jeunes peintres d'avancer. C'est de voir les erreurs aussi des anciens. Parce que, enfin, tu vois, moi j'ai grandi avec la télé, après j'ai grandi avec Internet, aujourd'hui je mate tout sur mon téléphone, et tu vois pas les erreurs, et les gens effacent les erreurs en plus. Et tout à l'heure, on marchait un peu dans l'exposition et tu me disais qu'il y a une autre source d'inspiration qui a été assez importante pour ces nouvelles œuvres, c'est tout l'univers télévisuel et cinématographique des années 80-90 et les blockbusters de Spielberg. Il y a notamment une petite sculpture pour laquelle les gens de notre génération, on voit tout de suite le petit Bicross de E.T. quoi. Ouais. Tu te disais aussi tout à l'heure, tu faisais référence à ton enfance dans les Alpes. Il y a ici quelques tableaux qui sont d'un registre plus personnel que ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a une scène, presque une scène de balade en famille autour d'une caverne, d'un pont. Est-ce que tu peux nous en parler?
Ouais. Ça, c'est un pont. En fait, c'est d'où ma famille, la famille de ma mère est originaire, en fait. C'est un bled qui se trouve dans les Alpes. C'est dans un tout petit canyon où la route est taillée juste à côté d'un torrent. Et les gens là-bas sont connus pour être consanguins. Donc, si tu veux, le fait de te dire que ta famille vient de là-bas, si tu veux, ça apporte aussi une autre mythologie. Ce pont-là, où tu as la balade en famille, c'est un petit peu le symbole de on a quitté la forêt, quoi, les gars, c'est bon, on arrive en ville, quoi. Il faut qu'on parle aussi de ces tableaux qui sont radicalement nouveaux et en même temps qui sont complètement dans une sorte de suite logique. Tu avais fait des peintures que tu appelais les passeports au moment de ton diplôme à l'École nationale supérieure des beaux-arts à Paris, où tu reprenais les symboles qu'on trouve sur les couvertures des passeports, qui sont des armes nationales de différents pays, et tu les peignais en très grand en les retournant, et très souvent apparaissait comme par magie une sorte de révélation à la fois de l'ordre de la psychologie de comptoir et en même temps de quelque chose de très étrange, c'est que quand tu retournes je ne sais plus le nom de cette forme, le blason, on peut dire un peu de la France par exemple, tu te retrouvais avec une sorte de masque qui tout de suite t'emmène vers des histoires de colonisation assez douloureuses. Quand tu retournes l'aigle américain, tu as presque, avec les plumes, une coiffe d'Indien, avec là encore une histoire douloureuse. Et dans cette nouvelle série, justement, tu as été chercher des choses chez les tribus indiennes d'Amérique. Et ce sont des peintures quoi, sur les faciales, qu'on met sur le visage ou sur le corps. En fait, c'est un mix, si tu veux, j'ai beaucoup cherché, d'écrits, et en fait, il n'y a rien quasiment comme étude sur les peintures faciales de guerre amérindiennes. La seule raison pourquoi il n'y a pas eu d'études, c'est parce que les mecs ne voulaient pas dévoiler à quoi ça servait. Donc, si tu veux, c'est un langage aussi qui est très simple. C'est-à-dire qu'à 10 km, tu pouvais voir un type arriver petit à petit et grâce à sa peinture faciale, savoir exactement ce qu'il allait te dire et dans quelle position il fallait aborder ou pas aborder cette personne. Tu vois. Donc ça a été très simple entre tu vois, toutes les différentes ethnies et différents groupes qu'il y avait en Amérique du Sud et du Nord. Donc les mecs pensaient quand même à ça. Alors, on peut peut-être pas discuter ensemble, mais au moins on va se comprendre avec ce code-là, quoi. Et aujourd'hui, ça marche encore, tu vois. C'est des trucs. Bon, maintenant c'est inscrit dans les fringues et dans le maquillage, tu vois, plus la coupe de cheveux, quoi. Mais ce travail précisément, c'est vraiment une recherche de symbologie directe. Tu vois, autant le chien, il n'a pas de tête, ça ne parle que de ça. Et aussi, si tu veux, ça me permet de continuer ce travail des peintures techniques. Parce que je prends mon métier très au sérieux, donc je travaille l'huile principalement, mais je me rends compte aussi qu'il y a énormément d'avancées technologiques dans la peinture en général, que ce soit pour les bagnoles, pour tout, tu vois, mais bon, on est recouvert de peinture. Faut pas oublier ça. Où que tu regardes, tout est peint, quoi. À part les vitres, tu vois. Mais tous les bâtiments sont peints, tous les moyens de transport sont peints. Les mecs, ils peignaient leurs chevaux à l'époque aussi, tu vois. Donc, j'ai un rapport avec la peinture qui est aussi populaire, mais dans le sens, on va dire, usuel, quoi. Vraiment quotidien. Il faut toujours, et je veux toujours garder ce recul-là, qu'au final, on fait que de la peinture, quoi. Même quand tu fais des tableaux et que c'est dans un musée ou dans un magazine, il ne faut pas oublier que ça sort d'un pot, quoi, tu vois, comme le mec qui va aller peindre dans sa façade, toi tu vas peindre tes tableaux, quoi. Donc ça permet de garder les pieds sur terre aussi, si tu veux, de faire une série comme ça.
Pour cette série, il y a un aspect très particulier, c'est des peintures extrêmement mates qui absorbent toute la lumière, il n'y a quasiment plus aucun reflet, on se demande même en quelle matière c'est fait. Toi, en tant que peintre, donc pourquoi tu vas chercher dans ces effets-là? Est-ce que c'est, voilà, comme tu disais, être dans ton temps, proposer une peinture d'aujourd'hui qui mette à jour aussi un peu ces possibilités, ou est-ce qu'il y a quelque chose lié aussi aux résultats qu'on peut obtenir? C'est les deux. C'est les deux. Si tu veux, moi, ce que j'aime, c'est qu'on arrive devant cette toile et qu'on se demande vraiment de quoi elle est faite, quoi, tu vois. Parce que tu arrives et il n'y a plus aucune indication de toile. Alors qu'on la retourne, et c'est une toile normale, tu vois, c'est vraiment du lin enduit. Et en fait, on a tellement bossé dessus que le truc est arrivé, en fait. La chose a été convoquée. Si tu veux, le support remplit son rôle pleinement. Parce qu'on ne le voit plus du tout, quoi. Et donc, si tu veux, c'est un peu... et c'est assez spécial parce que même, je me rends compte que la toile tendue reprend cette forme de peau tendue, tu vois, comme sur un tambour de guerre. Et en fait, tu vois, j'ai pas fait exprès, mais tu touches et on dirait de la peau, en fait. Et ça me fait penser aussi que les Kandinsky, quand il est encore ethnographe, envoyé par le tsar en mission ethnographique en Russie, fait des compositions abstraites à partir de peaux de tambour. Et d'ailleurs, il les appelle les tambours. Et c'est des toiles octogonales tendues, très étranges. Et c'est aussi pour lui justement rappeler tout ce symbolisme et comment le relier à une abstraction qui n'est pas aussi concrète que ce qu'on a pu dire ou ce qu'on a voulu en dire, de la même manière que Malevich, quand il fait le suprématisme, en fait, on retrouve les couleurs du costume national ukrainien, donc quelque chose de très symbolique, quelque chose d'un registre totalement différent d'un art concret détaché du réel. Et c'est cette fusion de choses radicalement différentes que tu essayes d'opérer qui est aussi vraiment intéressante et qu'on retrouve dans presque tous les travaux et toutes ces séries finalement.